Il y a 9 ans, le monde découvrait avec stupéfaction la gigantesque escroquerie menée par Bernard Madoff, légende de Wall Street et symbole du rêve américain. En France, des avocats se battent toujours pour leurs clients abusés. Parmi eux, Maître Emmanuel Asmar, il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, il y a au total plus de 65 000 demandes de remboursement à travers 134 pays. C'est colossal, 162 pages seulement pour recenser les victimes de celui que l'on a surnommé et que l'on surnomme l'escroc du siècle. Il a pris 150 ans de prison, il est actuellement incarcéré. Combien de Français sont concernés par cette escroquerie ? C'est difficile à estimer, mais plusieurs milliers, entre 3 et 5 000 environ. Les sommes sont colossales, on parle de 55 milliards d'euros évaporés. Le montant côté français, on le connaît ? Côté français, ce sera à peu près 3 milliards. 3 milliards d'euros ? 3 milliards d'euros qui sont évaporés, qui ont été redistribués à d'autres investisseurs, entre guillemets, de Madoff. Alors, il y a eu des grands noms, des célébrités. Il y a eu notamment Spielberg. Il y a eu, côté français, Enrico Macias, même si c'est plus difficile et c'est pas vraiment... C'est un autre débat. C'est pas exactement... indirect. Quel est le profil de ces victimes françaises ? Alors, il y a plusieurs profils. Vous avez des personnes qui ont économisé toute une vie et qui ont décidé de placer cette somme. Il faut savoir que les investissements dits Madoff étaient présentés comme des investissements extrêmement rassurants. Pour lesquels le capital était garanti. Donc, dans le pire des cas, on ne perdait rien du tout. Et c'était des investissements qui étaient vendus par des banques de première catégorie. Donc, l'investisseur avait légitimement confiance en investissant. Donc, vous avez, je dirais, des petits commerçants comme des chefs d'entreprise ou des personnalités. Le ressort de l'escroquerie était différent en fonction du profil de l'investisseur. Alors justement, puisque vous parlez du ressort même de l'escroquerie, et pour que l'on comprenne bien, que l'on se remémore ce qui s'est passé, on va remonter dans le temps, 9 ans, donc il y a 9 ans. Voici comment nous en parlions sur TV5 Monde, des images commentées par Stéphane Leroyer. Il faut le voir pour le croire. Nous sommes en octobre 2007. L'homme qui parle est invité à une conférence sur l'avenir des marchés financiers. Il est à l'époque considéré comme l'un des poids lourds du secteur. Ancien patron du Nasdaq et vedette de Wall Street, Bernard Madoff a rejoint aujourd'hui la liste des escrocs de haut vol. Dans l'environnement ultra régulé d'aujourd'hui, il est virtuellement impossible de violer les règles. C'est quelque chose que le public ne comprend pas. Quand vous lisez les journaux, vous apprenez que quelqu'un a violé les règles et vous pensez que tout le monde le fait. Mais c'est impossible. Une violation des règles est forcément détectée. Elle ne peut rester invisible pendant une longue période. Ou comment se moquer du monde ? À l'époque, en effet, Bernard Madoff a déjà mis en place sa grosse arnaque, une fraude qui porterait sur 50 milliards de dollars. De riches particuliers, mais aussi de grandes banques internationales avouent les uns après les autres avoir été victimes du fonds Madoff. En Asie, en Europe, où la plus exposée semble être la banque espagnole Santander, deuxième banque de capitalisation européenne, qui pourrait perdre plus de 2 milliards d'euros. HSBC en Grande-Bretagne, mais aussi plusieurs banques françaises, dont Natixis, une filiale dépasse les 400 millions d'euros. Voilà donc pour les faits. Vous résumez, Emmanuel Asmar, cette escroquerie d'une manière assez simple. J'en donne le début. 11h du matin, vous confiez 100 € à une banque française qui vend un produit et après tout s'enchaîne. Que se passe-t-il ? Après, c'est très simple. Cet argent est transmis à la banque qui émet le produit financier que vous avez acheté. Et disons à 11h, donc à 11h, vous investissez 100 €. À midi, c'est transmis et à 14h, c'était sur le compte de Bernard Madoff à New York et c'était terminé. On a le sentiment qu'il y a une zone grise. On parle aujourd'hui des Paradise Papers. On a l'impression qu'il y a une zone grise. Comment ça a pu être possible ? C'était pas illégal ? C'était immoral ? C'était quoi ? En apparence, ça ne l'était pas. C'était pas illégal. Dans la réalité, ça l'est devenu. Il faut comprendre que ce sont des institutions financières qui sont derrière ce type de mécanisme et que derrière les institutions financières, vous avez des pays, des responsables politiques et que ce sont des escroqueries qui prennent, compte tenu de l'ampleur, qui prennent, je dirais, une dimension politique assez importante. Donc, vous mettez en cause aussi des intermédiaires. Qui sont-ils au juste et que leur reprochez-vous ? Pour vendre un produit financier comme pour vendre n'importe quoi d'autre, vous avez besoin de commerciaux. Donc vous aviez des personnes, des sociétés françaises qui ont été citées, dont un notamment s'est suicidé, la société Access pour ne pas la citer, monsieur de la Villuché, qui donc essayait de recruter, entre guillemets, ou de vendre des produits, et donc de recruter des investisseurs qui allaient alimenter l'escroquerie, puisque l'escroquerie était très simple. Il n'y avait aucun investissement de réalisé. Donc si on vous promettait 5%
de profit, vous investissiez 100 euros, à la fin de l'année, vous étiez en droit de réclamer 105 euros, et comme l'argent n'avait pas travaillé, il fallait recruter un autre investisseur à qui vous alliez prendre ces 5 euros pour les rendre à l'investisseur et ainsi de suite. Donc, et pour rembourser les 5 euros qui avaient été pris, il fallait recruter et ainsi de suite. C'est un système pyramidal, c'est le système de Charles Ponzi que l'on a détecté en 1929 aux États-Unis. Alors on le sait notamment pour ce genre d'affaires, surtout que ça se passe des deux côtés de l'Atlantique, le temps judiciaire est parfois long, très long. 9 ans, ça commence à faire sans doute très très long pour les victimes. Comment se passe l'instruction? Est-ce qu'on est au pénal? Est-ce qu'on est au civil? Alors, vous avez eu pas mal, il y a toujours plusieurs types de procédures en cours. Au civil, c'est un peu compliqué puisque après la découverte de la fraude, on s'est rendu compte que lorsqu'on investissait, l'investissement n'était pas nominatif. C'était une banque qui portait votre investissement. Donc un juge va vous demander de prouver que vous êtes un investisseur et donc que vous avez été lésé, ce qui est très difficile. En revanche, ce type de mécanisme rajoute, je dirais, à l'escroquerie, et au pénal, vous avez une procédure qui est pendante en France, qui est toujours à l'instruction, et qui fait l'objet d'une bataille assez âpre des différents acteurs, c'est-à-dire à la fois des victimes, mais aussi des personnes qui se défendent, comme les banques ou des intermédiaires. Est-ce qu'il y a des clients dans le monde, enfin des clients, des victimes qui ont été remboursés et dédommagés? Alors, vous avez quelques institutions financières qui ont eu, je dirais, la bonne idée d'assumer leurs responsabilités et qui ont dit oui, je vais vous indemniser. Alors, pas forcément à hauteur des montants perdus. On parle de 7 milliards de dollars récupérés sur les quelques 60 milliards. Ça fait Alors, vous avez aux États-Unis le liquidateur de la société de Bernard Madoff, le trustee américain, comme on l'appelle, M. Picard, qui lui a engagé des négociations assez fermes avec des institutions financières qui ont préféré, donc comme on dit en anglais, settle, c'est-à-dire trouver un arrangement, et donc reverser une partie des sommes qu'ils avaient encaissées à un fonds de victimes. Juste une question sur vos clients. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de suicide. Comment vont-ils? Ils vont mal. Ils ont eu beaucoup de mal. Enfin, pour nos clients, les clients, en règle générale, les victimes d'escroquerie ont beaucoup de mal à accepter psychologiquement d'avoir été spoliés. Et ils souhaitent évidemment obtenir justice le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, judiciairement, c'est très long. Nous avons, nous les avocats, à cœur de défendre les intérêts de nos clients de manière assez pragmatique. Et aujourd'hui, grâce aux actions judiciaires qui ont été menées, vous avez des fonds financiers qui se disent prêts à racheter ces créances, qui comptablement ne valent rien du tout, évidemment pour des montants bien inférieurs aux ceux qui ont été investis. Et on a la tendance, je dirais, de conseiller à nos clients de céder ces créances en perdant certes de l'argent, mais au moins en tournant la page et en pouvant passer à autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, de tels scandales ne peuvent plus avoir lieu? L'affaire Madoff, c'est fini ou ça existe encore? Non, à mon avis, ça peut toujours exister. Le ressort principal de l'escroquerie, c'est l'affectif. Donc je dirais que ça peut exister demain. Oui, l'escroquerie à Delange de Vol, mais est-ce que vous avez des cas concrets encore aujourd'hui d'épargnants qui placent des sous en France notamment? Mais bien sûr, je dirais qu'il faut être très prudent à partir du moment où on décide de placer de l'argent et que dès que l'on vous propose des rendements supérieurs à quelques tout petits pourcents, il faut évidemment se méfier. Alors il y a des moyens de vérifier tout ça, de faire appel aux autorités de régulation des marchés et de vérifier, mais il faut absolument être très très méfiant. Vous-même en tant qu'avocat, comment travaillez-vous sur un dossier aussi particulier? On imagine que vous faites la navette, que vous l'avez en tout cas fait des deux côtés de l'Atlantique. On a fait la navette. Un avocat travaille toujours sur les faits. Donc on va analyser les faits, essayer de rencontrer le maximum de personnes impliquées dans le dossier, essayer de comprendre les mécanismes psychologiques, juridiques, de l'analyser, de le traduire dans un langage juridique et de trouver les arguments de droit pour défendre les intérêts de nos clients. Ouais. Alors ce qui est fascinant, nos téléspectateurs le savent peut-être, mais cet homme, Bernard Madoff, a récidivé, forcément à plus petite échelle, en prison. Mais oui, mais là c'est une maladie. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui je pense, a des travers psychologiques graves et qui a... L'escroc a toujours un côté joueur. Donc ça devient addictif et effectivement il a continué dans la prison dans laquelle il est à essayer d'escroquer ses co-détenus.
Je crois que d'ailleurs il y est arrivé. Avec une affaire de chocolat notamment. Avec une affaire de chocolat, absolument. Merci beaucoup à vous, Maître Emmanuel Asmar, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir témoigné donc, sur les victimes que vous défendez dans cette gigantesque affaire Madoff.